Vous êtes ici sur la troisième et dernière vidéo de cet iceberg. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu les deux précédentes vidéos, et si ce n'est pas le cas, il est grandement conseillé de le faire. Cette vidéo étant la dernière, nous allons voir ici les pires atrocités et les expériences scientifiques les plus inhumaines et méconnues. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans les deux dernières parties de cet iceberg, là où l'éthique et la bienveillance n'existent plus. Partie 5. Les eaux sombres. Un homoncule, du latin homunculus, petit homme, est un être humain artificiel que certains alchimistes cherchaient à obtenir au Moyen-Âge. Les homoncules sont décrits le plus souvent comme des ébauches imparfaites et inachevées de très petite taille. Le concept d'homoncule est assez similaire à celui du golem, qui est lui aussi un humanoïde artificiel créé au moyen de sciences ésotériques. Il se rapproche également de celui de la mandragore, qui elle est une caricature miniature d'être humain. Un grand nom de la recherche de la création d'homoncules est Paracelse. Durant sa vie, il écrira de nombreuses recettes de cuisine pour créer ses propres homonculus. Il dira entre autres utiliser de la matière organique d'origine animale soumise à une chaleur progressive et à l'influence favorable de certaines planètes pour permettre à cette matière de se solidifier et pour former peu à peu un homoncule. Paracelse détaillait également les avantages qu'on pouvait retirer à la possession d'un homoncule et la façon de le nourrir. Voici une autre recette qu'il a pu détailler dans l'un de ses nombreux livres. Prenez du liquide séminal masculin d'homme, mettez-le dans un bocal, recouvrez le tout de fumier et laissez reposer pendant 40 jours. Puis au bout de 40 jours, nourrir l'immonde pâtée résultante pendant 40 semaines avec du sang d'humain. Et hop, on a créé un homonculus. Bien sûr, c'est n'importe quoi, et même pour le Moyen-Âge, c'était n'importe quoi, mais dites-vous qu'encore aujourd'hui, il existe des gens qui font des fakes de création d'homonculus, qui le postent sur internet, et d'autres gens croient vraiment en la chose. Il y a quelques années, plusieurs vidéos sont apparues sur internet et notamment sur YouTube, avant de se propager très largement, et beaucoup de gens ont cru qu'il était possible de créer des homonculus. Alors bien sûr les recettes ont changé, ils ne ressemblent pas du tout à leur description moyenâgeuse, mais le principe est le même, c'est la création de mini-humains, de créatures un peu immondes. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces fakes, mais si vous êtes facilement dégoûté ou écœuré, je vous conseille d'aller au sujet suivant. Если кто-то изобретет в какой-то степени, делается это для того, чтобы возможность проникновения в яйцо каких-то микроорганизмов завернуть в какую-то ткань. В данном случае я использую спортивную шапку. Вот это делается для того, чтобы произошло некоторое гниение. Да, и, ну, судя по запаху, да, умеренный запах, но неприятный. Вот вы можете видеть этот процесс. В принципе, Парацельс писал. Опа. Так. У нас что-то тут есть. Судя по всему, он себя чувствует не очень хорошо, но все-таки жив, потому что вот некоторое шевеление присутствует. Ну что можно сказать? Вот эта инфекция виновата. Кроме того, Парацельс, надо понимать, что это был средневековый ученый. И эксперимент он описывал, конечно же, очень...
Le projet 4.1 est le nom d'une étude médicale cruelle menée sur les habitants des îles Marshall. Ces indigènes avaient subi les radiations nucléaires de la bombe américaine Castle Bravo, qui a explosé sur l'atoll de Bikini. Au lieu de prévenir les habitants de la région, le gouvernement américain a décidé de se taire et d'observer les effets des radiations dans le cadre d'une recherche. L'explosion aux radiations nucléaires a augmenté le nombre de fausses couches et de bébés qui mouraient à la naissance. Un tiers des habitants de l'île a développé des tumeurs et sont décédés des suites des effets des radiations. Ce projet fut longuement tenu secret avant d'être révélé par la presse. Le projet 4.1 est l'un d'une nombreuse liste de projets qu'a tenu l'armée américaine pour des recherches gouvernementales toutes liées de près ou de loin à la guerre. À quoi est due l'intelligence? Si le QI, coefficient intellectuel, n'est pas une valeur sûre, une mesure exacte et objective, comment pouvons-nous mesurer l'intelligence? Et je dirais même, d'où vient l'intelligence? Les gens intelligents étaient-ils innés à être intelligents? Avaient-ils un talent? Un don? Eh bien, je ne sais pas. Mais en 1969, le docteur Robert Rosenthal va y répondre en partie. C'est un psychologue à l'université de Californie à Los Angeles et il a fait une expérience surprenante sur le QI. Il a d'abord pris 2 classes d'élèves, a mesuré le QI de chacun des élèves et a constaté qu'il n'y avait pas non plus de grosses différences. Puis, il a pris 20% des élèves de chaque classe et ces 20%, il les a pris au hasard. Donc en gros, on avait un petit groupe dans chacune des 2 classes qui avait été mis à l'écart des autres sur une nouvelle liste de façon totalement aléatoire. Puis le psychologue est allé voir les 2 professeurs en question et le psychologue a donné une liste à chacun des professeurs sur lesquels étaient écrits les noms des 20% de la classe pris au hasard. Il dit aux professeurs non pas qu'il les avait pris au hasard, mais que c'était des élèves prometteurs, qu'il leur avait fait passer un test spécial et que d'ici les 12 prochains mois, ils allaient développer leur intelligence. Aujourd'hui, on appelle ça des HPI, haut potentiel intellectuel. Le problème, c'est que ces élèves n'avaient pas de haut potentiel intellectuel. Ces élèves étaient pris complètement au hasard. Et pourtant, les résultats de l'expérience sont incroyables. Enfin, pas forcément dans le bon sens. Quand ces élèves ont à nouveau été testés à la fin d'année, chacun d'eux avait grandement amélioré le score de son QI. Alors, comment ça se fait que ces élèves qui n'étaient pas prédestinés à devenir intelligents sont devenus intelligents juste par le biais de cette liste donnée à leurs professeurs? En d'autres termes, que s'est-il passé pour que leur intelligence subisse d'un seul coup d'aussi grands progrès? En réalité, c'est le comportement des enseignants envers les élèves qui a affecté le résultat. Ils étaient plus attentifs aux élèves faussement talentueux. Quand l'un d'eux levait la main pour répondre à une question, l'enseignant lui demandait souvent de clarifier sa réponse. Les profs étaient plus positifs et encourageants envers ses élèves. A l'inverse, les enseignants étaient beaucoup plus brefs avec les autres, qui faisaient pâle figure en comparaison avec ces génies. Rosenthal a estimé que les profs se sont sans doute dit que ces élèves étaient stupides et qu'ils n'allaient pas perdre de temps avec eux. Rosenthal déclara également « Quand on a certaines attentes des autres, on agit de manière à favoriser le comportement attendu. On appelle maintenant ce phénomène l'effet Pygmalion. L'effet inverse est appelé l'effet Golem. Il se produit lorsque nos attentes négatives génèrent un résultat négatif. C'est notamment pour cette raison qu'internaliser des stéréotypes est dommageable. Malgré cette expérience quelque peu critiquable, que peut-on en retenir? Eh bien, les enfants sujets de l'étude Rosenthal ont commencé à internaliser la croyance qu'ils étaient spéciaux et qu'ils étaient suffisamment intelligents pour réussir à l'école. Ce sentiment a grandi avec chaque succès et les enfants ont arrêté d'avoir des croyances limitantes. Et cet effet peut se montrer très impactant dans tous les aspects de la vie. Ici, on pourrait comparer cet effet à un effet placebo. Il suffit de dire à un élève qu'il est intelligent et de le traiter comme un élève intelligent pour qu'il devienne intelligent. Parmi les pires expériences scientifiques existantes, on trouve beaucoup d'expériences faites sur les animaux. Ce genre de pratiques sont dénoncées par de nombreux médias, tels que le site Click Animaux. Mais aussi vaste et complexe soit ce sujet, malheureusement, nous allons aborder ici le cas des singes de laboratoire. Dans de nombreux cas, les singes étudiés sont installés dans des chaises en métal durant des heures. Privés de leur mouvement,
leurs membres et leurs cous bloqués par des camisoles réelles, et leur cerveau relié à des machines par des électrodes. Ces installations, qui visent officiellement à éviter que l'animal ne se fasse mal, sont de vrais instruments de torture. Mais alors, quel genre d'expérience peut-on faire aux singes de laboratoire? Par exemple, répondre à ce genre de questionnement. À partir de quel moment un médicament devient-il mortel pour l'homme? Eh bien, pour le savoir, le plus efficace est encore d'administrer le médicament par petites doses à tout un groupe d'animaux, et de voir ensuite à quel moment les premiers individus meurent. Les singes, en tant que nos plus proches cousins évolutifs, sont des animaux hautement intelligents et sociaux. Mais n'oublions pas qu'ils ressentent la douleur, l'angoisse et la souffrance de la même manière que nous. Malheureusement, ils sont souvent utilisés comme cobayes dans des expériences cruelles qui leur infligent des traumatismes physiques et psychologiques considérables. L'une des pratiques les plus condamnables est la vivisection, qui implique l'ouverture chirurgicale des primates vivants pour étudier leur anatomie ou effectuer des expériences sur leurs organes. Ces procédures douloureuses et intrusives causent des souffrances extrêmes aux singes, les privant de leur dignité et de leur bien-être. En outre, la recherche médicale sur les singes n'a pas réussi à produire des résultats significatifs dans de nombreux domaines clés. Des avancées scientifiques ont récemment démontré que les différences entre les espèces rendent les résultats obtenus sur les singes difficilement exploitables à l'homme. Ainsi, la persistance de l'utilisation de ces animaux comme modèle de recherche est non seulement inhumaine, mais aussi scientifiquement discutable. En tant que société évoluée, il est de notre responsabilité de remettre en question ces pratiques scientifiques dépassées et de promouvoir des méthodes de recherche respectueuses des animaux. Il est donc du devoir de la science d'encourager le développement de nouvelles approches dans le domaine de la recherche médicale qui éliminent progressivement l'utilisation des singes et favorisent les alternatives plus éthiques. Car le simple fait de mourir pour la science ne justifie pas tout. La partie 5 est finie. Alors voici la dernière partie, regroupant les plus horribles et effroyables expériences scientifiques méconnues de tous les temps. Partie 6. Les abysses, là où plus aucune lumière n'ose pénétrer. La prison de Stanford est l'une des expériences les plus tristement célèbres de l'histoire, c'était même le sujet de son propre film sorti en 2015. Mais pour le choc qu'elle m'a fait en la découvrant, je me devais de la mettre aussi bas dans l'iceberg. En 1971, le professeur de psychologie de l'université de Stanford, Philippe Zimbardo, a recruté pas moins de 24 étudiants dont il a affecté la moitié comme prisonniers et l'autre moitié comme gardiens. L'expérience se déroulera dans une prison de fortune, au sous-sol du bâtiment de psychologie. Le but était que les 12 gardes et les 12 prisonniers jouent leur rôle à 100%. Il n'y avait aucune vraie règle spécifiée et précise. Ils devaient juste simplement se comporter comme s'ils étaient de réels prisonniers et de réels gardes dans une prison. Mais si l'expérience se déroulait à peu près bien au début, au bout de 2 jours, les gardes ont commencé à affirmer leur pouvoir de manière peu recommandable. Et les prisonniers ont tenté de résister, puis se sont carrément révoltés, en utilisant à un moment donné leur lit pour bloquer la porte du sous-sol. D'abord partie d'un simple jeu de mise en scène, cette expérience de mise en situation fictive a fini par sembler réelle aux yeux des participants, qui à présent, dans une escalade de confrontation agressive, se comportaient comme de réels rivaux. De plus en plus hostiles, les cobayes de l'expérience de Stanford commencèrent par ne plus distinguer la réalité et finirent par tellement se prendre au jeu qu'il en était maintenant devenu une question de vie ou de mort. Ensuite, les choses ont vraiment dégénéré. Les gardiens ont riposté, en forçant les prisonniers à dormir nus sur le béton, près de seaux de leurs propres excréments. Et un des détenus a eu une dépression totale, donnant des coups de pied et hurlant d'une rage incontrôlable. Cette expérience part extrêmement loin dans la torture physiologique, et elle est assez difficile à expliquer d'un point de vue psychologique.
Mais tout de même, si l'on devait retirer un bilan de cette expérience, je dirais que celle-ci a pu nous démontrer que l'autorité est un pouvoir très précieux et bien plus puissant que l'on pourrait l'imaginer. Voir à quel point la notion d'appartenance à un groupe autoritaire peut nous laver le cerveau, et à quel point cette volonté peut être primordiale pour la plupart des gens, nous permet d'expliquer beaucoup de nos comportements sociaux à toute échelle. The study makes a very profound point about the power of situations. Human behavior is much more under the control of subtle situational forces, in some cases very trivial ones, like rules and roles and symbols and uniforms, and much less under the control of things like character and personality traits that we ordinarily think of as determining behavior. What does it mean to be a prisoner? What does it mean to be a guard? And a guard is somebody who limits the freedom of someone else, uses the power in their role to control and dominate someone else. And that's what the study is about. And so any situation you're in where there's this power relationship between husbands and wives and parents and children and teachers and students and doctors and patients and in the military and so many situations, we think this study has relevance for you. MKUltra est le nom de code d'un projet de la CIA visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. En gros, qu'est-ce que c'est? L'enjeu global de MKUltra est l'élaboration de méthodes techniques et scientifiques rigoureuses permettant d'influencer et de provoquer des comportements, de manipuler la conscience pour faire agir un ou plusieurs individus de la manière souhaitée. Ici on peut retenir le mot manipuler, mais je pense qu'un exemple vous sera plus parlant. En 1950, les scientifiques de la CIA commencèrent à expérimenter toutes sortes d'inventions concernant le contrôle mental. Ils utilisèrent principalement ces trois techniques de manipulation mentale: le LSD, les thérapies à base d'électrochocs, ainsi que la répétition de sons de façon extrêmement douloureuse. La plupart de leurs recherches ont été détruites durant le scandale du Watergate, mais il existe des preuves concernant le fait que le gouvernement aurait drogué des citoyens à leur insu, afin de les observer. Ils auraient utilisé toutes sortes de substances drogantes telles que des substances qui favorisent confusion et impulsivité au point de susciter le discrédit en public, des substances qui améliorent les capacités mentales et des perceptions, des substances qui augmentent ou contrarient les effets toxiques de l'alcool, des substances et méthodes physiques qui provoquent l'amnésie, des substances qui provoquent des incapacités physiques comme la paralysie ou l'anémie, des substances qui provoquent des hallucinations visuelles et ou auditives, etc. La liste est longue. Pour réaliser toutes ces expériences, la CIA a détourné beaucoup de fonds. Un montage a permis de consacrer au projet une part secrète du budget annuel de la recherche et du développement de la CIA, qui correspondrait à 300 000 $. Et cela, bien sûr, en dehors de tout contrôle budgétaire. Mais c'est entre 1953 et 1963, durant cet intervalle de 10 années, que les financements supplémentaires accordés au projet se sont multipliés, dépassant 25 millions de $. Le projet a connu de nombreux développements, sous-projets et expérimentations connexes, tous réalisés sous le sceau secret défense. Une grande partie des expérimentations ont été menées sur des personnes non consentantes, souvent maintenues dans l'ignorance quant à la nature des protocoles administrés. Beaucoup d'entre elles étaient des employés de la CIA, du personnel militaire et gouvernemental, des prostituées ou des patients atteints de troubles mentaux. Bridges était un singe qui a été arraché à sa mère et qui est devenu un animal de laboratoire. Il était assigné à un projet ayant pour but de tester le prototype d'un sonar pour aider les personnes aveugles. Le problème, outre le fait que les singes de laboratoire, comme on l'a vu, c'est pas la meilleure chose qu'il existe, c'est que les scientifiques ont choisi un singe qui n'était pas aveugle pour tester un sonar qui a été créé pour les aveugles. Alors il fallait trouver une solution pour quand même tester ce sonar. Trouver un autre singe aveugle à la limite, non, trop coûteux et trop compliqué. La solution? Les scientifiques ont donc convenu que coudre les yeux fermés du singe Bridges
était la meilleure solution. L'explication s'arrête ici, je pense que les images parlent d'elles-mêmes et montrent assez explicitement, sans avoir besoin de poser des mots dessus, la cruauté de cette expérience. Le singe aurait été possiblement libéré lors d'un raid effectué par le Front de Libération Animale en 1985. Dans cette étude menée par le service de santé publique des États-Unis, on visait à vérifier ce qu'il se passait lorsque la syphilis n'était pas traitée. Pour ceux qui ne le savent pas, la syphilis est une infection sexuellement transmissible due à une bactérie, le Treponème pâle. Un groupe de 600 hommes noirs appauvris a été recruté pour l'étude. 399 d'entre eux avaient la syphilis. 201 étaient en bonne santé et étaient le groupe témoin. Le but de l'étude ne leur a jamais vraiment été communiqué. Ils ont en fait été trompés en croyant qu'ils obtiendraient un traitement gratuit pour mauvais sang. L'étude s'est poursuivie de 1932 à 1972. Oui, 40 ans. Et si au début de l'expérience aucun traitement connu n'existait contre la syphilis, des progrès significatifs dans le traitement de la syphilis, principalement la découverte de la pénicilline, auraient pu les sauver. Mais les scientifiques n'ont rien voulu entendre et ont poursuivi leur expérience, devenue maintenant inutile, jusqu'au bout. Les cobayes de cette expérience n'ont donc reçu aucun traitement. Et en outre, l'équipe de l'étude a fait un effort pour les dissuader de poursuivre tout traitement à partir d'autres lieux. Par exemple, ceux qui se sont enrôlés pour la Seconde Guerre mondiale et ont été diagnostiqués par les militaires. Comme l'étude s'est poursuivie dans les années 1950 et 1960, l'objectif était maintenant de laisser la nature suivre son cours et de laisser l'étude se poursuivre jusqu'à ce que tous les sujets meurent et soient examinés post-mortem. Résultat ? En fait, aucun résultat. Rien qui n'ait fait bouger la science. Ces hommes sont littéralement morts pour rien. Et cette expérience, en plus d'être une part extrêmement cruelle, et de l'autre, totalement inutile. Si l'expérience aurait pu s'arrêter plus tôt et éviter toute souffrance additionnelle, les scientifiques, avides de pouvoir et peut-être poussés par une forme de racisme, ont abusé de leur titre et de leur pouvoir. Harry G. Harlow est un psychologue américain. Il est connu pour ses expériences de mise en isolement social de jeunes macaques. Il étudiera à l'université de Stanford, où il obtiendra un doctorat en 1930. Puis il enseignera à l'université du Wisconsin-Madison. Après cela, il partira faire ses propres études scientifiques dans le but de pousser les recherches entreprises par René Spitz avant lui. René Spitz avait démontré les retards que peuvent provoquer les situations d'abandon sur les nourrissons. Mais les méthodes qu'utilisera Harry Harlow dans ses recherches seront condamnées par de nombreux défenseurs de la cause animale. Parmi les nombreuses expériences qu'Harry fera, en voici 3 qui m'ont particulièrement interpellé. Mais malheureusement, la liste des expériences horribles que cet homme fera est très longue. Première expérience, l'Iron Maiden. Et non, je parle pas du groupe de musique. Cette expérience est une simulation de mère abusive. Ce tas de ferraille que vous voyez là, c'est ça, l'Iron Maiden. Et c'est entre autres une mère de substitution. Mais petite particularité, cette fausse mère singe pouvait rétracter des pics, balancer de l'eau bouillante ou encore même poignarder. Cette expérience avait donc pour but d'attacher émotionnellement un bébé singe à cette mère de substitution, puis de violenter le bébé par le biais de sa mère robotique. Et après, de voir si l'attachement émotionnel était plus puissant que le repoussement physique et à quel point.
Bien qu'étant une réelle torture pour le bébé singe, l'expérience de l'Iron Maiden a permis d'observer scientifiquement le fonctionnement du lien entre les enfants et leurs parents abusifs. Seconde expérience, la fosse du désespoir. C'est une étude sur la dépression qui devait à la base être appelée appareil de chambre verticale. Mais Harry Harlow, n'étant pas un scientifique comme les autres, décida de l'appeler, malgré les recommandations, fosse du désespoir. Comme à son habitude, Harry Harlow aime construire des machines de torture toujours plus exotiques les unes que les autres. Cette construction était sous la forme d'une pyramide creuse qui pointait vers le bas et avec les parois glissantes. Ce qui fait que, une fois dedans, nous sommes bloqués. Et si jamais les parois glissantes n'étaient pas déjà assez dissuasifs, il y avait également une grille au-dessus de la pyramide qui empêchait qu'on en sorte. Alors l'expérience se déroulait comme ceci. On prenait des bébés singes avec une vie normale et avec une mère aimante. Puis au bout de 3 mois après leur naissance, on les mettait dans la fosse. D'abord les singes essayaient de sortir, mais n'y arrivaient malheureusement jamais. Puis après plusieurs jours, abandonnaient tout et se mettaient en boule au fond de cette fosse. Ils étaient en dépression. Ils perdaient toute forme d'espoir et plongeaient dans un profond mal-être. Après les avoir laissés tomber peu à peu dans leur désespoir total, on les retirait alors de la fosse du désespoir, pour maintenant observer leur retour à la réalité. Mais après ce retour à la réalité, on fit plusieurs constats. Premièrement, ils devenaient associables et ne jouaient plus. Deuxièmement, ils étaient détruits psychologiquement. Et enfin, ils étaient seuls et statiques dans un coin de la pièce. Les dégâts qu'on leur avait fait subir ne les avaient pas seulement fait souffrir à l'instant T, ils étaient irréversibles. Dernière expérience, le couloir de la terreur. Cette expérience se situe à la fin de la carrière d'Harry Harlow et on peut constater la dégradation de la santé mentale de ce scientifique, car cette troisième et dernière expérience que nous allons voir n'a en fait plus vraiment de visée scientifique. L'expérience est simple. Un couloir, à un bout, un singe, et à l'autre bout, un robot ayant pour but d'effrayer le singe. Le but de l'expérience était d'analyser le sentiment de peur que provoquait le robot chez les singes. Au-delà des expériences qui pourraient faire à elles seules l'objet d'une vidéo entière, la vie d'Harry Harlow est elle aussi très intéressante. Si rien n'excuse les atrocités qu'il aura commis tout au long de sa vie, il est néanmoins très intéressant de voir ce qui a en partie causé les troubles mentaux d'Harry. Je vous invite donc très fortement à aller voir la vidéo de Feldup sur le sujet. Parmi toutes les expériences que nous avons pu voir, je pense que celle-ci est l'une des plus intéressantes que vous pourrez creuser. Mais pour vous faire une petite idée du personnage, voici des paroles qu'il a pu dire. Ce que je voudrais faire, après, c'est laisser un gros désordre derrière moi. L'une des expériences les plus cruelles a été menée dans les années 1940 par un médecin nazi du nom de Joseph Mengele, excusez-moi pour la prononciation. Mais de toute façon, cet homme était également connu sous le nom de Ange de la Mort. Et comme la première expérience que nous avons traitée dans la première partie de cet iceberg, cette expérience porte sur les jumeaux. L'Ange de la Mort, donc, a utilisé jusqu'à 1500 paires de jumeaux, pour la plupart des enfants roms et juifs, pour ces douloureuses expériences génétiques à Auschwitz. Presque aucun cobaye de ces expériences n'ont survécu. Les expériences que fera l'Ange de la Mort sont malheureusement extrêmement nombreuses et pourtant que très peu connues d'après ce que j'ai pu constater sur internet. Ces expériences ont consisté à prendre le globe oculaire d'un jumeau et à le fixer à l'arrière de la tête d'un autre jumeau. Ou bien encore à changer la couleur des yeux des enfants en injectant un colorant au-dedans. Ou même à les mettre dans des chambres à pression. Ou encore faire des tests sordides avec des médicaments. Ou à les castrer. Ou les geler à mort. Mais ces expériences n'étaient pas que physiques. Elles pouvaient aussi être psychologiques. Ça lui arrivait d'exposer des cobayes à des traumatismes inimaginables tout au long de leur vie et de jouer avec leur santé psychologique à des points atroces.
Une de ses expériences qui l'a popularisé sous le régime nazi fut de coudre 2 jumeaux pour les transformer en siamois. Oui, cette expérience me fait bizarrement penser à une trilogie assez célèbre. D'ailleurs, si vous aimez quand l'horreur et la science sont mélangées, vous ne trouverez pas mieux que les films Human Centipede qui sont purement abominables. Je les ai vus à 3 pour pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Et avant que vous n'alliez les voir, je vous préviens, ils sont bien plus trash que tout ce que vous avez pu voir dans toutes mes vidéos sur les expériences scientifiques. Et nous voilà déjà arrivés à la conclusion de cet iceberg. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin car je vais éclaircir quelques points de l'iceberg qui m'ont été beaucoup reprochés dans les commentaires. De plus, je vous ferai une petite annonce à la fin. Je vais donc répondre à 3 questions que l'on m'a beaucoup posées en commentaire. Premièrement, pourquoi ai-je parlé de cette partie des sciences et pas d'une partie plus connue et qui aurait eu un plus grand impact sur notre société et les sciences en général? Eh bien, comme je l'ai un petit peu mentionné dans la première partie de cet iceberg, je pense que les sciences ne se limitent pas aux cours académiques et aux vulgarisations classiques que l'on peut retrouver sur internet. Et je pense également que toute personne qui veut réellement s'intéresser aux sciences et connaître celles-ci dans leur globalité, se doit de connaître les sciences même dans ses parties les plus sombres. Si l'on veut progresser dans un domaine, ou mieux le connaître en profondeur, on se doit d'être curieux et de ne pas s'arrêter sur ce qui est au devant de la scène. Et de toute façon, cette partie bien plus cachée de la science a bien eu des impacts très importants sur notre monde et les sciences en général. Additionnellement à cela, j'avais envie de parler de choses qui ne sont que très rarement traitées sur YouTube, ou du moins sur le YouTube francophone. En outre, la principale source d'inspiration qui m'a motivé à faire cet iceberg pour parler des sciences plus horrifiques est la chaîne de Feldup. Je vous invite donc, après le visionnage de cette vidéo, à aller voir sa chaîne. Le deuxième point que je voulais aborder est tout simplement l'ordre que j'ai choisi pour classer les expériences dans cet iceberg. Beaucoup m'ont reproché de mettre des expériences atroces et horribles beaucoup trop tôt dans l'iceberg, et d'avoir mis au contraire des expériences un peu plus légères, bien plus profondément dans les abysses de cet iceberg. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je pense que ceux qui m'ont reproché cela ne connaissent pas réellement le principe des icebergs. Car certes, j'ai essayé d'aller crescendo dans l'horreur des expériences que j'ai mentionnées tout au long de cet iceberg, mais ce critère de classement n'était pas le seul et n'était même pas le plus important. Le second critère qui est lui bien plus important et je dirais même le fondement et la base de tous les icebergs que vous retrouvez sur internet est le niveau de popularité des expériences. Car oui, le principe de la métaphore est bien là, ce qui se trouve dans la face émergée de l'iceberg doit être bien moins connu. Donc oui, des fois des expériences peuvent se retrouver tôt dans l'iceberg malgré qu'elles soient absolument horribles et inhumaines, mais elles étaient selon moi et mes recherches bien trop connues du grand public. D'ailleurs, la dernière expérience dont nous avons parlé est un exemple parfait, car l'ange de la mort est à la fois une expérience horrible et d'après ce que j'ai pu constater, une expérience très peu connue. De plus, j'essayais des fois de faire des contrastes et de laisser des moments de repos pour les spectateurs. Je ne voulais pas enchaîner les expériences atroces les unes après les autres. J'ai préféré alterner avec des expériences plus légères de temps en temps pour le bien-être des vidéos. Et enfin, malgré ça, ma vision n'est pas objective, et donc il se peut que j'ai fait des erreurs. Je l'admets et j'en suis navré. Bon, troisième point et dernier point que j'aimerais aborder. Pourquoi ai-je parlé d'une creepypasta à la fin de la seconde partie de cet iceberg? Alors ce n'était pas pour faire plus de clics ni parler du sommeil, car comme on me l'a mentionné en commentaire et j'étais moi-même déjà un petit peu renseigné et au courant qu'il existait de vraies expériences sur le sommeil qui ont été faites notamment sur des animaux. En fait, le but de cette creepypasta est de vous montrer que l'horreur, surtout dans les sciences, peut très vite emmener au sensationnalisme. On le voit très bien dans de nombreux films d'horreur qui s'inspirent grandement des sciences pour augmenter le réalisme de leurs films, comme nous l'avons abordé dans Human Centipede. Et bien que le sensationnalisme ne soit pas une mauvaise chose en soi, cela l'est pourtant quand on parle de science. Car les sciences ne doivent pas être un terrain propice à la fake news. Bien sûr, cette creepypasta sur le sommeil russe n'a rien fait de mal, mais je voulais néanmoins vous sensibiliser sur le sujet à travers cette petite histoire, qui passait selon moi plutôt bien dans le contexte de ces 3 vidéos. Et si vous pensez que cette sensibilisation n'a pas lieu dans ce genre d'iceberg, libre à vous de le penser, chacun son opinion.
On s'approche dangereusement de la fin, et pour rien vous cacher, cette série de 3 vidéos m'a pris énormément de temps et m'a beaucoup épuisé. Ces vidéos m'ont pris beaucoup de temps, surtout dans mes recherches, car ces expériences ne sont pas toujours faciles à trouver. De plus, il n'est pas forcément facile de trouver des images d'archives dessus, il m'a été compliqué de trouver de quoi imager mes propos pendant ces quasiment 2 heures de vidéo au total. Je ne pense donc pas refaire d'iceberg de sitôt. Et en parlant de recherche, je précise que toutes les sources de ces 3 vidéos n'ont pas été mises dans la description comme je le fais d'habitude pour mes vidéos, car les descriptions sont limitées à 5000 caractères. Et en 5000 caractères, je n'avais pas la place de mettre toutes les sources. Et je trouvais ça un peu bizarre de retirer des sources qui me semblaient un petit peu moins importantes. Alors si jamais un sujet vous intéresse et que vous avez envie de l'approfondir, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre si je vois votre commentaire. Et si jamais vous avez d'autres questions concernant cet iceberg, ou même la chaîne en général, il se trouve que ma prochaine vidéo sera une petite FAQ, dans laquelle je répondrai donc à vos questions et vous ferez quelques petites annonces. Oui, la chaîne va pas mal évoluer, vous allez le voir. Alors si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aiderait beaucoup car il est très compliqué pour moi de garder ce genre de vidéo monétisée plus de quelques heures. Et oui, étant donné les sujets que j'aborde et les images que je vous montre. Donc si et seulement si vous appréciez les vidéos que je fais, je vous invite à vous abonner. Encore merci et à la prochaine.